Je pense que si on parlait en termes scientifiques, c'est la phase d'apprentissage de ce petit garçon qui n'est pas tout à fait un petit garçon normal. Merci à vous, si vous voulez bien, de nous rejoindre. Et parce que l'intelligence artificielle, c'est à la fois un mot qu'on entend beaucoup, mais avec des contours, des définitions un peu variables, on a proposé et demandé à Bertrand Braunschweig, qui est le spécialiste de l'INRIA du secteur et qui dirige le centre de recherche de Saclay, de bien vouloir venir nous éclairer, nous poser un petit peu le décor en introduction de ce débat. Merci. Oui, je ne suis pas directeur de tout l'INRIA, mais juste d'un des 8 centres INRIA, qui est le centre de Saclay-Île-de-France. Merci pour la précision. On a anticipé sur votre nomination prochaine. J'ai pas de prétention comme ça. Et par contre, c'est vrai que j'ai aussi coordonné la réalisation, la production du livre blanc d'INRIA sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, en fait, l'année dernière, 2016, Microsoft disait 2016 sera l'année de l'IA. Ça l'a été, mais 2017 aussi, ça n'arrête pas. On voit de plus en plus de choses. Vous le voyez partout. Quelques faits marquants. IBM Watson. Vous avez certainement tous entendu parler de Watson, qui avait réussi le premier ordinateur à gagner au jeu de Jeopardy contre les meilleurs concurrents américains. Donc, c'est pas de l'apprentissage, c'est pas du deep learning, c'est une combinaison de technologies avec du langage naturel, de la fouille du web, du ranking de solutions, donc et ensuite de la pondération des résultats. Mais ça se fait en 3 secondes avec du calcul intensif derrière pour aller très vite, parce qu'il faut effectivement répondre très vite. Donc ça, c'était un des premiers gros succès de l'intelligence artificielle. Et maintenant, IBM, comme vous le savez, développe le produit Watson dans de nombreux domaines, avec la santé en priorité. Ensuite, il y a eu les gros succès de Google DeepMind. Alors DeepMind, ils ont commencé... Alors là, ça, par contre, c'est de l'apprentissage par renforcement, pour commencer, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage où quand la machine joue, et à la fin, si elle a gagné, on renforce ses paramètres, et si elle a perdu, on baisse ses paramètres. Voilà, c'est assez simple comme concept, et ça marche très bien, puisqu'ils ont d'abord réussi à gagner avec 7 jeux Atari. Donc en prenant l'image brute en entrée, l'image brute, les pixels, et en sortie, un switch, je vais à gauche, à droite, où je tire, et comme ça, ils ont réussi à gagner aux casse-briques, aux envahisseurs, et tout ce que vous voulez. Ils ont gagné à 7 jeux, et ensuite, ils ont augmenté, ils ont fait une vingtaine de jeux, donc c'est très impressionnant. Et évidemment, encore plus impressionnant par DeepMind, c'était l'an dernier, il y a à peu près un an, quand ils ont battu le champion du monde de Go, Lee Sedol, dans une compétition que tout le monde a regardée. Alors, ça, c'est la suite d'un certain nombre d'avancées de l'IA, puisqu'il y a eu d'abord les dames, c'est relativement facile, on peut commencer la partie et savoir qu'on va la gagner. Ensuite, les échecs, ça c'était il y a 20 ans, avec beaucoup de calculs intensifs. Le Go, c'est plus compliqué, il y a plus de possibilités. Donc, et ça, c'est depuis l'an dernier que l'intelligence artificielle a battu le Go, avec là aussi de l'apprentissage profond, donc des réseaux de neurones convolutifs, j'en dirai quelques mots après. Et puis également de l'apprentissage par renforcement, la machine joue contre elle-même. Facebook s'y est mis aussi. Alors Facebook, par exemple, propose l'assistant M, qui est capable de regarder ce qu'il y a dans les images. Ça aussi, c'est de l'apprentissage profond, de regarder ce qu'il y a dans les images et de les décrire. Alors c'est très intéressant. C'est notamment intéressant pour les non-voyants, à qui si le système peut décrire une image. Ce que j'apprécie énormément, c'est que on connaît Yann Lequin, qui est le responsable du labo d'intelligence artificielle de Facebook, mais c'est Zuckerberg lui-même qui pousse pour ça. Il est très très proche du sujet, on le sait bien. Dans le domaine du traitement de la parole, des très gros progrès aussi. Alors vous utilisez régulièrement les assistants vocaux, Siri, Cortana, Alexa, qui sont ceux qu'on utilise au quotidien. Il y a également le Microsoft Skype Translator, qui est capable de traduire de la parole en temps réel. Tout ça, avec une très très bonne qualité. Donc on a fait des progrès absolument fabuleux, toujours aussi avec de l'apprentissage statistique, des réseaux de neurones profonds, sur le traitement de la parole. Un domaine qui peut être moins connu. Moins connu. Oui, moins connu. Celui de la robotique, où tous les ans vous avez le challenge de la DARPA, l'agence de financement de la recherche américaine, qui organise un concours de robots. Alors maintenant, les robots, ils sont quand même capables. Vous verrez circuler sur YouTube des vidéos où on voit les robots tomber, se casser, ne pas y arriver, etc. C'est vrai aussi, bien sûr, mais on les voit quand même se déplacer dans des environnements très compliqués, conduire des véhicules, disjoncter des circuits, tourner des vannes, monter des escaliers, ouvrir des portes. Ils sont quand même capables de faire pas mal de choses tout seuls, et c'est assez impressionnant. Alors, que vous connaissez sans doute encore moins, et pourtant vous l'utilisez souvent sans le savoir, c'est le Google Knowledge Graph. Qui sait ce qu'est le Google Knowledge Graph ici ? Oui, je m'en doutais. Ah si, très bien.
Bon, le Google Knowledge Graph, quand vous essayez une requête Google sur une personne, un lieu, un établissement, tout ce que vous voulez, et ne regardez pas la partie gauche de l'écran si vous êtes sur un ordinateur de bureau, mais regardez la partie qui est le résultat standard de la recherche PageRank qu'on a depuis longtemps, mais regardez la partie en haut à droite, vous verrez que ça ressemble à une base de données. Et effectivement, c'est les technologies du web sémantique qui sont utilisées là. Vous avez des centaines de millions de faits qui sont stockés dans la base sémantique de Google Knowledge Graph, c'est-à-dire techniquement ce sont ce qu'on appelle des triplets RDF, objet, attribut, valeur. Bertrand Mancheik, date de naissance, patati. Voilà, ça c'est. Et les attributs en question peuvent être des liens vers des sites web, etc. Donc ça se promène dans tout ça. Et donc c'est les technologies du web sémantique qui permettent à Google de vous fournir des résultats sous forme, disons, très structurée, ce que vous n'aviez pas auparavant. Juste au passage, Tim Berners-Lee, qui était en gros le concepteur du web sémantique, a reçu cette année le prix Turing. Alors en informatique, il n'y a pas de prix Nobel, hein, parce que les Nobel n'avaient pas pensé à ça. Donc le prix Turing, c'est le plus grand prix que peut recevoir un informaticien. Donc Tim Berners-Lee l'a reçu cette année pour justement le développement du web sémantique. Bon, et puis plus récemment, encore un succès qui a fait pas mal parler, c'était Libratus, le système fait par un prof et un étudiant, qui a gagné alors une variété de poker que je suis incapable de décrire, mais qui a battu les meilleurs Texans dans un certain poker. On a beaucoup parlé aussi il y a 1 ou 2 mois, parce que là, on avait l'impression que l'ordinateur mentait, trichait, bluffait. Voilà, donc voilà, j'avais été questionné là-dessus. En fait, l'ordinateur ne ment pas. Disons, ment triche, mais il ne le sait pas. Il a simplement découvert de lui-même que c'était la meilleure stratégie et il l'applique. Autour de ça, beaucoup d'investissements. Les Américains, tous les grands Américains, les GAFA et compagnie, font des investissements monstrueux sur l'intelligence artificielle, achètent des tas de petites boîtes, et non pas pour les tuer, mais pour les utiliser. Donc, vous pouvez regarder sur les sites de Francia, vous avez les présentations là-dessus. Donc, aussi bien Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, Oracle, Intel, etc. Mais aussi les constructeurs automobiles, mais aussi Uber, etc. Tous ont fait des achats, en gros, de plusieurs milliards de dollars cumulés, si on compte depuis de 2011 à fin 2016. On est à plusieurs milliards d'acquisitions de la part de tous ces acteurs sur des technologies IA. Voilà, ça vous l'avez vu aussi. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots sur les méthodes. Dans le livret Intelligence artificielle d'INRIA, j'ai pas mis de définition d'IA parce qu'on les trouve partout. On la trouve sur Wikipédia, on la trouve et puis tout le monde se bat pour définir à sa façon l'IA. Moi, j'ai plutôt tendance à la définir par extension que par intention, c'est-à-dire donner la liste des technologies qui sont mobilisées plutôt que donner une définition formelle. Donc, les technologies, les bases de connaissances, les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, l'évolution artificielle, la programmation par contrainte, etc., etc. Il y en a plein. Donc c'est toute une myriade de technologies. On peut quand même dire qu'il s'agit d'automatiser les tâches accomplies par des êtres humains qui demandent à être capables d'apprendre tout seul ou avec un enseignant, d'organiser la mémoire, de raisonner de façon critique et aussi de coopérer. Voilà, ça on le dit comme ça. Il y a deux grands types de méthodes en IA. Il y a les modèles faits à la main, les modèles faits automatiquement. Alors les modèles faits à la main, c'était ce qu'on faisait il y a pas mal d'années. Les règles, les arbres de décision, les systèmes experts, les modèles logiques, les modèles algébriques, les contraintes, les ontologies, le web sémantique, tout ça, ça s'est beaucoup fait à la main. C'est très fastidieux, puisqu'il faut mettre des gens pour définir leurs connaissances. Ça prend longtemps, et puis les gens débattent, ils sont pas toujours d'accord entre eux. Mais par contre, il y a un très très grand avantage à ça, c'est qu'une fois qu'on a établi une base de connaissances, des règles, etc., c'est qu'on est capable d'expliquer. On est capable d'expliquer les conclusions du système. On peut remonter tout le raisonnement et dire il est arrivé à telle décision, telle conclusion, parce que tac, 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 tout un enchaînement de règles. Ce qui n'est pas du tout le cas des systèmes d'apprentissage automatique, donc le deep learning, les réseaux neuronaux, l'apprentissage par renforcement, les algorithmes d'évolution artificielle, etc., les chaînes de Markov cachées, tout ça sont des algorithmes d'apprentissage. Ça marche extrêmement bien, c'est très très performant, ça a battu beaucoup de systèmes. Par contre, à l'heure actuelle, on est incapable de dire pourquoi le système est arrivé à telle conclusion. Évidemment, c'est pas très important si la conclusion c'est quel est le prochain film que je dois afficher sur l'écran du passager d'un avion, parce qu'il peut se tromper. Par contre, si le système c'est le pilotage d'une centrale nucléaire ou bien une opération chirurgicale, là on a envie de pouvoir certifier, et c'est un des très très grands sujets qui n'est pas aujourd'hui
bien abordé par ces aspects-là. Et donc, on a évidemment beaucoup d'intérêt à ce que ça se fasse. Voilà, donc les règles. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Je ne sais pas si vous êtes familier des technologies d'apprentissage. Donc, l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est un système d'apprentissage où la solution est donnée. On cherche à classer quelque chose. La classe est donnée par un opérateur humain. Et donc, quand il s'agit d'avoir de l'apprentissage avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faits, de cas, il faut donner la solution. Donc, d'où les systèmes comme le Turc mécanique d'Amazon, hein, où on paye des Pakistanais un demi centime de dollar pour classer les données. Voilà. Donc, on crée un modèle on crée un modèle du problème, on transforme les données d'entrée en quelque chose, on a des opérations à faire, et ensuite le système produit une sortie, la sortie désirée est connue, on calcule la différence, on propage ça vers l'arrière de manière à optimiser les paramètres, et au bout d'un moment ça converge vers un système qui a bien appris. Bon, il y a beaucoup de choses autour de ça, si on serait peut-être amené à en parler, je ne sais pas, mais en tout cas il y a énormément de choses. Ça c'est l'apprentissage supervisé. Je suis allé très vite sur un point, vous n'avez peut-être pas fait attention, j'ai dit on fait une transformation des données d'entrée en quelque chose, une représentation. L'apprentissage profond, le deep learning, les réseaux de neurones convolutifs, c'est la même chose. Il y a on met plein de couches, c'est le même processus, mais le système apprend de lui-même la transformation. Il prend les données brutes et il fait de lui-même ses modèles internes. Et ça, c'est quand même extrêmement puissant. C'est ce qui a permis d'ailleurs de battre tous les records de qualité de classement d'images, etc. Et donc, on voit, vous avez peut-être vu les images, par exemple, des éléments de visage dans les couches cachées d'un réseau neuronal profond. Donc, on voit petit à petit les représentations se faire au fur et à mesure où on avance dans les couches. Et donc, évidemment, c'est censé se baser sur la manière dont travaille notre cerveau. Donc là, ça a permis, par exemple, dès 2015, d'avoir un taux d'erreur de classement dans des images un peu compliquées inférieur à 5%, ce qui est meilleur que les humains. Donc évidemment, ça a obtenu des succès monstrueux et c'est ce qui est utilisé depuis dans plein de cas. Alors, est-ce qu'on peut passer le petit film ? Moi, c'est plus difficile, c'est pas du classement d'images, c'est des classements d'actions dans des vidéos. Je ne sais pas s'il est prêt. Voilà, allez-y. Donc là, c'est un travail une réelle équipe de Cordelia Schmidt qui s'appelle TOT. Et vous voyez que le système, il est capable de reconnaître non seulement les gens dans les vidéos, mais aussi les actions. Walk, action other, voilà. Walk, etc. Donc on commence à être en mesure de faire de l'apprentissage profond sur des signaux assez complexes comme ces vidéos. Non, alors on plaisantait en disant qu'il peut y avoir aussi In Love, en plus de Walk. Oui, c'était parti sur... Merci beaucoup. Merci d'être arrivé à nous donner l'impression que c'était simple. Vous aviez J'avais encore une... Allez-y. Je peux ou pas ? Allez-y. Parce que les applications de tout ça, les décisions de routine, décider d'un prêt, décider de la conformité de quelque chose, des décisions difficiles comme optimiser une trajectoire, calculer les meilleurs prix, organiser un planning, des prédictions, évidemment toutes les applications en vision, et puis aussi de la communication, traduire, résumer, etc. Juste pour vous dire que on n'est pas complètement neutre là-dessus en France sur le sujet. J'ai beaucoup parlé des investissements des Américains. L'année dernière, il y a eu une recommandation faite pour le président Obama, qui d'ailleurs parle très bien d'intelligence artificielle. Si vous cherchez Obama intelligence artificielle sur YouTube, vous le verrez parler de manière tout à fait étonnante et informée de l'IA. Donc, les conseillers, l'agence scientifique de conseil du président avait fait des recommandations aux États-Unis sur l'investissement en intelligence artificielle. Les Anglais s'y sont mis aussi. C'est la House of Commons qui a fait des recommandations sur l'intelligence artificielle et la robotique. Les Chinois s'y mettent aussi avec un très très grand programme. Les Japonais ont toujours été là-dessus. Les Canadiens sont des investisseurs énormes sur le sujet. Ils ont misé sur 3 labos principaux, Montréal, Toronto et un 3e dans l'Ouest. Rien que Montréal, le laboratoire de Yoshua Bengio a reçu 400 millions de dollars canadiens pour développer les techniques d'apprentissage profond. Donc nous, en France, on a vu passer tout ça. Et sous l'impulsion du gouvernement précédent, le plan France-IA a été développé, la stratégie France-IA. Et on a eu un travail fait par environ 500 experts en 2 mois qui a fait un certain nombre de recommandations
recommandations que je ne vais pas vous détailler ici. Simplement, la présentation des recommandations était à la Cité des Sciences avec François Hollande qui est venu nous dire qu'on avait bien travaillé et promettre 1,5 milliard, promesse qui sera normalement tenue par son successeur, qui a d'ailleurs laissé entendre qu'il allait continuer à soutenir ça. Voilà, je voudrais m'en tenir là. Et rappeler une promesse, c'est une bonne manière peut-être de s'adresser au nouveau président pour qu'il la tienne. Merci beaucoup en tout cas de cet exposé qui est à la fois vivant et très, très illustré. Maintenant que vous avez planté le décor, peut-être pour regarder ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça permet de développer. À l'instant, vous parliez du programme sur lequel on peut se tromper dans l'avion. On peut projeter le film qui n'aurait pas été le meilleur à un passager. Peut-être Bruno Patino, pour les industries de la création, donc de la production jusqu'à la distribution et tous les services de recommandation, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des points d'application qui sont en vue, qui sont imaginables? Autrefois, on parlait de l'ordinateur ou du logiciel qui avait été créé pour composer des tubes et qui n'a jamais marché. Est-ce qu'en télé, il y a des applications aujourd'hui qui recourent significativement à l'IA? Moi, je pense d'abord, donc l'exposé était très clair, je pense d'abord qu'il y a une prise de conscience générale dans l'ensemble des médias. Je vais parler d'abord des médias, donc qu'ils soient journaux, télé ou autres, qu'en fait on est face à un mur ou une barrière à l'entrée possible qui est la maîtrise technologique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la numérisation globale, la digitalisation globale du secteur médiatique, ça impose aux médias aujourd'hui d'avoir une maîtrise au moins du savoir technologique. Et que je pense que maintenant, autrefois on parlait d'agilité, on parlait de rapidité, de transformation. En ce qui me concerne, je crois que ce qui est devant nous, c'est la capacité pour certains acteurs ou non de maîtriser cette grammaire de l'intelligence artificielle. Alors la maîtriser, ça ne veut pas forcément dire maîtriser la production d'intelligence artificielle, ça c'est très compliqué, mais en tout cas maîtriser la grammaire et ce que ça veut dire. Alors on peut partir dans l'ensemble du détail, mais d'une part, la plateformisation générale des médias fait qu'à un moment donné, l'accès à leur contenu dépend d'algorithmes, d'intelligence artificielle sur lesquels ils n'ont pas la main. Et donc on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs essayent déjà de comprendre comment ça se passe, voire même de maîtriser cette intelligence artificielle pour avoir une sorte d'indépendance. Et vous pouvez avoir ça du côté des télés, des câblo-opérateurs, de journaux. Le Washington Post est le premier à dire que ces algorithmes de distribution aujourd'hui, c'est pour eux un instrument d'indépendance par rapport à Facebook ou par rapport à Google. Que s'ils ne maîtrisent pas la production d'intelligence artificielle, ils ne seront pas capables de le faire. Donc la première problématique, c'est essayer de s'y retrouver un peu dans cet univers de distribution où autrefois on le faisait à la main. Une télé, c'est simple à programmer. C'est un programmateur, un directeur de la programmation qui est là avec son patron des études. Et puis, à la main, on décide, avec des petits logiciels quand même pour nous aider, à quelle heure on met ça. Quand vous rentrez dans un univers de plateforme, cette programmation individuelle, elle devient de la recommandation, on va dire ça de façon générale. La recommandation, c'est de la nouvelle forme de programmation. Et évidemment, vous dépendez d'algorithmes qui n'ont pas été faits par vous, la plupart du temps, sauf quand c'est dans vos échoppes. Donc, première chose, c'est maîtriser ou essayer de comprendre ce qui se passe en distribution. Deuxième chose, c'est comprendre qu'à un moment donné, dans un monde d'hyper-offre, il faut hyper-produire et que dans cette hyper-production, l'intelligence artificielle peut aider. Je pense en particulier au Daily Brief maintenant que beaucoup d'organes d'information font. On voit que ces Daily Briefs qui étaient faits autrefois par 4, 5, 6 humains, et ça s'appelait des newsletters à l'époque, sont en train d'être faits de plus en plus par de l'intelligence artificielle. Et là en particulier, je renvoie sur les médias américains. Aujourd'hui, là où on produisait une newsletter autrefois, on produit 10 ou 20 daily briefs quotidiennes aujourd'hui, et ces 20 ou 30 daily briefs produits quotidiennement sont en général faits par des algorithmes. Alors, produit en externe, produit en interne, tout ça est une question extrêmement centrale, mais en tout cas, on voit bien que la production répétitive permet à un moment donné de faire face à un algorithme dans la télé, dans la vidéo. On voit bien petit à petit que certaines, alors on appelait ça autrefois des playlists, tout le vocabulaire, toutes les playlists sont faites automatiquement aujourd'hui, personne ne ferait ça de façon manuelle aujourd'hui, que la façon de les éditorialiser à un moment donné, de les couper, tout ça, petit à petit, c'est en train d'être fait par de l'intelligence artificielle. Après,
sur ce qui est de la conception, là, on est un peu loin. Je pense que c'est quelque chose qui reste, à mon avis, dans un univers, j'allais dire, de reproduction de biens substituables. Mais en tout cas, ce que je souhaiterais dire avant de laisser la parole à mes petits camarades, c'est que si je prends l'exemple des journaux, et après je vais prendre l'exemple des télés. L'exemple des journaux, ils se sont dit, bon, les journaux, autrefois, c'était un artisanat qui masquait une industrie. Donc l'artisanat, c'était celui de la salle de rédaction qui masquait l'industrie de l'imprimerie, de la rotative, des camions et de tous ces instruments de distribution. Aujourd'hui, j'ai peur que les organes d'information masquent un autre type d'industrie qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les investissements qui autrefois étaient faits dans les plans industriels doivent être faits aujourd'hui dans les organes d'information sur tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. De la même façon pour les télés, je pense qu'on est en train d'entrevoir le moment où une politique de création d'auteurs, etc., qui reste vraie pour les télés, va devoir s'accompagner d'outils de reproduction, d'outils de distribution, d'outils de recommandation qui seront faits par l'intelligence artificielle. Et la mauvaise nouvelle, je crois, c'est qu'on est très peu d'acteurs à avoir les capacités pour le faire. On est très peu d'acteurs à avoir la capacité pour le comprendre, et que quand on essaye de faire ou quand on essaye de comprendre, on a face à nous un marché, on va dire simple, technologique, des développeurs ou autres, qui est hors de portée d'un point de vue financier de beaucoup d'acteurs médiatiques aujourd'hui. Donc en clair, c'est le mur qui est face à nous. Il est absolument important au minimum de le comprendre, de le maîtriser, voire de temps en temps d'être capable de le produire, mais les atouts ne sont pas présents partout pour pouvoir le faire. Merci. On l'a vu, et Bertrand Braunschweig l'a dit, une des applications, c'est la reconnaissance vocale, c'est la voix. Et donc, on voit maintenant avec les assistants personnels que l'interface de l'accès Internet est vocale de plus en plus. Il y a eu l'Internet du texte, l'Internet de la vidéo dans lequel on vit, et il y a l'Internet de la voix. Qu'est-ce que ça change, Stéphane Curtelin, qu'est-ce que ça change pour les fabricants comme vous de téléviseurs? Est-ce que maintenant tout va se commander à la voix, et est-ce qu'il va falloir pouvoir délivrer de l'information, délivrer du service, délivrer des programmes, des vidéos uniquement avec la voix? Alors c'est vrai que pour faire une transition avec la partie Arte Télévision, on embarque sur nos téléviseurs, on essaye d'embarquer de plus en plus d'intelligence, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait ça va toucher l'ensemble des moments de la journée du futur consommateur. Le téléviseur trône dans le salon, le réfrigérateur trône dans la cuisine, et vous avez le smartphone qui nous suit tout au long de la journée. Donc ce sont 3 pôles de développement pour nous, pour embarquer le plus possible d'intelligence artificielle. Et nous sommes persuadés que le consommateur en fait, va devenir un gros consommateur d'intelligence artificielle, plus ce sera intelligent et moins artificiel. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle du conversationnel, et en effet, c'est une application qui est simple, efficace, où tous ces développements fantastiques qu'on a évoqués deviennent complètement transparents pour le consommateur, à partir du moment où ça lui rend service au quotidien. Et je pense qu'en effet, on va enfin pouvoir bénéficier de toutes ces recherches, ces travaux qui existent depuis maintenant plusieurs années, parce que ça devient concret. Alors, sur le téléviseur, pour faire des recommandations d'effets de programme, sur son smartphone, en mode conversationnel, en effet, ça c'est quelque chose d'assez évident. Et on est plutôt en train de travailler avec Google, avec Google Assistant notamment, sur cette partie-là. Et notre dernier téléphone embarque cette interface-là. Et ça fait partie des axes de développement très forts pour une entreprise comme la nôtre, puisque à la fin, l'idée, c'est d'être le plus séduisant par des apports concrets dans la vie du quotidien de nos futurs consommateurs. Et cette fois-ci, l'intelligence artificielle est en train de devenir petit à petit un élément de différenciation par rapport à des compétiteurs sur des marchés qui sont saturés. Le téléphone, voilà, tout le monde a un smartphone quasiment. Donc maintenant, on se parle de renouvellement. La télévision, c'est aussi du renouvellement. Donc il faut être plus séduisant, mais pas par rapport à des promesses artificielles, mais bien par rapport à des promesses intelligentes qui rendent service au quotidien. Et là, c'est vrai que je parlais aussi du
du réfrigérateur dans la cuisine. On a vraiment ces 3 pôles, et j'en rajouterai un 4e qui est la voiture après. Donc on a les 3 pôles vraiment liés aux habitudes des consommateurs, le téléviseur, le smartphone, la cuisine et la voiture, qui sont aussi des axes de recherche et de développement pour embarquer du conversationnel à base bien sûr d'intelligence artificielle. Alors, il y a une question, parce que vous parlez effectivement des smartphones, qui est notre premier assistant dans la poche de tout le monde. Et on le voit, il y a Google qui développe Google Assistant, ça c'est la couche OS. Il y a les opérateurs, enfin il y a les fabricants, et vous en êtes. Et Samsung développe aussi son assistant personnel. Puis on voit les opérateurs, comme Orange, qui développent Django. On risque de se retrouver avec un téléphone Samsung qui marche sous Android chez Orange avec 3 assistants. Est-ce que vous pensez que c'est possible, premièrement? Et est-ce que lequel des 3, ne plaidez pas uniquement pour votre chapelle, lequel des 3 a plus de chances de s'imposer? D'autant qu'on n'est pas à l'abri d'avoir par ailleurs un frigo LG. Tout à fait. Et avec encore un autre acteur Amazon pour compléter le panorama, puisqu'en effet, on a des réfrigérateurs, notamment aux États-Unis et en Corée, qui embarquent Alexa. Qui embarquent Alexa. Voilà. Donc, c'est un chapitre qu'on est en train d'écrire. Donc, tout ça est en marche. Sans prendre voilà, vous aurez compris. Voilà. Donc, on en reparlera en fin de journée. Je suis le premier à le placer, je crois. Donc. Mais non, mais voilà. Donc, blague à part, c'est vraiment un secteur qui est en cours d'écriture. Enfin, c'est un chapitre qui est en cours d'écriture. Et en général, et c'est un mode qui devient de plus en plus utilisé aussi par les startups, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant. Ouais. Ça veut dire que c'est le consommateur qui va être le juge de paix. Ce sera le premier qui aura un système cohérent, efficace et qui marchera. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous s'associer avec ceux qui nous apparaissent les plus en avance. Tout à l'heure, on évoquait la partie justement de tout ce que sait faire Google. Déjà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup avancé. Ils ont une capacité de traitement, une capacité de recherche qui est assez impressionnante. Et c'est assez ouvert en plus, Google Assistant. C'est pour ça qu'on a souhaité s'associer à eux. Et après, pour des applications plus dédiées, comme le réassortiment de son réfrigérateur, c'est vrai que se tourner vers un commerçant, ça a du sens. Voilà. Peut-être un mot juste, parce qu'une question qui te concernera aussi, Bruno. Quand vous utilisez votre assistant vocal pour interroger votre télévision ou lui demander choisir un programme, est-ce que le risque n'est pas un peu à l'hyper-concentration et dans un mode un peu enfin, pas très loin de ce que disait Bruno Patino tout à l'heure, c'est-à-dire les marques top of mind, comme on dit en bon français, donc celles qui me viennent à l'esprit, elles sont peu nombreuses et elles risquent d'être davantage du blockbuster que du film d'auteur tchétchène pour faire une caricature. C'est certain qu'il y a eu une accélération vers les plus forts seront de plus en plus forts. Ça, c'est vrai. Ça ne fait qu'amplifier ce genre de phénomène. Maintenant, il reste d'autres... alors, je sors de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres moyens de faire connaître quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être pas le film tchétchène, mais pourquoi pas. Et là, après, on revient sur la partie réseaux sociaux, qui reste très puissant pour faire du marketing très ciblé ou montrer qu'il existe des alternatives aux consommateurs qui ne soient pas que happés par les blockbusters, justement. C'est juste en 2 secondes. D'abord, juste parce que je remarque ta remarque sur les films tchétchènes, il nous arrive chez Arte de diffuser d'autres types de films, puisqu'on va diffuser l'intelligence artificielle de Spielberg. Ça ne s'appliquait pas à Arte. Non, mais c'est juste, ça me permet de te dire que l'extrait que tu as montré de Spielberg, on le diffuse dans les 6 mois qui viennent. Mais juste, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, peut-être pour être plus précis, c'est que on va être face, nous les médias, producteurs, à une compétition au moins transitoire entre de très nombreux systèmes, et que si on veut justement, si on n'a pas des marques top of mind et qu'on ne veut pas passer au travers, il faut qu'on arrive à les maîtriser et les connaître. Donc toute chose égale par ailleurs, quand on a commencé à faire de la vidéo sur ce qu'on appelait encore le web à l'époque, moi je me souviens au tout début, quand j'étais à France Télévisions, il y avait quelque chose comme 49 systèmes de provisioning différents, tellement il y avait de systèmes, sous-systèmes ou autres, et que pour être présent partout, il y avait un coût induit pour le producteur de contenu qui était extrêmement fort, parce qu'on nous disait, oui,
Dans 3 ans, vous verrez, les meilleurs auront gagné, on saura qui sera. C'est vrai. Mais pendant ces 3 années-là, pour pouvoir être disponible à peu près partout, il y avait un investissement extrêmement fort. Là, ce qui risque de se passer aussi, c'est un moment transitoire où on va devoir essayer de comprendre au moins les systèmes différents d'intelligence artificielle qui vont être en compétition. Et si justement on n'est pas top of mind, blockbuster ou autre, si on n'est pas Game of Thrones pour être clair, mais on est quelque chose qui veut exister dans un univers, parce que les réseaux sociaux, je veux bien qu'on me dise que c'est un univers qui permet de faire connaître à des choses, mais dans la pratique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En tout cas, dans mes statistiques à moi, ce qui prouve, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait connaître un programme. C'est-à-dire qu'on accélère la connaissance d'un programme quand ça commence à mordre sur les réseaux sociaux, mais on le fait pas connaître comme ça. Et donc, il va y avoir un système très compliqué, justement, où quand je disais qu'un des enjeux pour les médias, c'est de comprendre les différents systèmes algorithmiques ou les différents systèmes d'intelligence artificielle qui vont rentrer en compète les uns avec les autres, les comprendre pour essayer de les maîtriser, pour arriver à être connus là-dedans, il va y avoir un système très compliqué parce qu'on en a beaucoup à comprendre, justement, sauf à devenir pieds et poings liés à un acteur ou un autre. Oui, alors je me permets d'intervenir rapidement. Je vous en prie, mais même prenez votre temps. Donc, je travaille dans une société qui s'appelle Pixel, où on est fournisseur de plateformes OTT, justement pour des grands opérateurs télécoms, tout Liberty Global en Europe par exemple, ou Channel 4, ou Sky, ou AT&T Uverse aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, on transforme de la technologie, la pure technologie, en un applicatif utilisable dans notre industrie. Dans les problématiques que vous citez, il y a des problématiques qui ne sont pas des problématiques réellement d'intelligence artificielle. Une interface vocale. On demandera à Bertrand Braunschweig. Voilà, c'est pas vraiment la celui qui problématique. sera l'arbitre des élégances. Ce qui va être la problématique, c'est comment est-ce que je fais pour recommander effectivement un contenu qui a l'air pas corrélé. Il y a aujourd'hui, en analysant les images et la réaction du téléspectateur aux images, de la nouvelle métadata qui nous permettent d'analyser ce qu'on appelle le plot DNA, c'est-à-dire l'évolution du plot à l'intérieur d'un épisode, et de se rendre compte que c'est cette partie-là qui réellement plaît à telle catégorie de téléspectateurs, et de baser des recommandations sur des analogies de plot DNA, sur des choses qui n'ont normalement, tel qu'on le voit, quelque chose qui normalement n'a rien à voir. Un être humain aurait du mal à classifier le film ou le segment, parce que j'ai parlé de segment, parce que même le mode de consommation du contenu n'est plus... C'est même, on découpe beaucoup plus en scène. Tel segment, dans tel contenu du film tchétchène, correspond en réalité au même type de segment d'un film produit à Hollywood. Et la possibilité de faire cette corrélation, ça c'est dans l'analyse de l'image, c'est utiliser de l'intelligence artificielle, mais pour pouvoir créer quelque chose qui maintenant a une utilité dans la découverte du contenu. Voilà. Mais on peut même aller même plus loin. Comment il y a vous repérez ces affinités sur les scènes que vous identifiez, Alors, ou sur les découpages? Comment est-ce que vous savez que ça parle particulièrement à la ménagère de moins de 50 ans pour rester dans les clichés Une fois de plus, c'est le propre du deep learning, en fait, c'est de travailler sur une quantité de données stratosphérique et à un moment ou à un autre d'arriver à trouver des corrélations. Donc je vais donner un exemple. Ici, si on découpe la totalité des films par scène, trouvez-moi, et on a par exemple des applicatifs qui tournent en ce moment en prototype chez Sky, sur l'Apple TV, trouvez-moi la scène où Jerry est dans un bar, dans tel type de série. Et vous aurez automatiquement toutes les séries qui vont sortir. Si la même personne qui regarde ce contenu-là va ensuite regarder toutes les autres scènes dans les bars, je sais que cette personne-là a soif. D'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais mettre comme pub ? Pub de bière. D'accord ? Et on se rend compte que le click-through sur cette pub de bière est plus élevé que... Et la machine va apprendre de chacune de ces interactions au fur et à mesure et affiner toutes les recommandations de contenu, de pub, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On a commencé chez Pixel, alors là on n'est vraiment pas dans l'applicatif qu'on met en œuvre en ce moment, mais on a commencé chez Pixel à mettre en œuvre par exemple des applicatifs de recherche sur presque tous nos devices aujourd'hui ont une caméra. Quand vous regardez votre device, la caméra peut être activée. Donc nous, on a des technologies qu'on a mis en place sur lesquelles on analyse le mouvement de la pupille.
Le mouvement de la pupille, ça se traduit en une émotion, qu'est-ce qui se passe chez la personne à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette donnée-là aussi dans l'enrichissement du profil de cet utilisateur à ce moment-là ou de ce spectateur? Ça, c'est des choses qu'on ne mettra pas en termes de produits avant 3-4 ans. C'est vraiment, on est vraiment au niveau de la recherche. Mais c'est une fois de plus de la réaction humaine à un visionnage. Et après, pour aller plus loin sur la partie encore utilisation de l'IA, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA après pour devenir prédictif, par exemple? Donc, on analyse, ça c'est déjà le cas pour découper en segments des matchs de foot, par exemple, de façon éditorialement totalement automatisée. C'est intéressant, mais on peut aller plus loin. Donc on commence à se rendre compte que, attention, quelque chose est en train de se passer, il y a beaucoup plus de chances qu'un but soit à la fin de cette action-là que de l'action précédente. Et d'alerter l'utilisateur qui regarde un match A, attention, quelque chose est en train de se passer sur le match B switché, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont déjà en cours et qui vont sortir fin d'année à peu près. Voilà. Monsieur Braunschweig, après Oui, non, juste un tout petit complément. Moi, je trouve que c'est vraiment des très très bons exemples. Hein. Et derrière, pour arriver à faire ça, comme vous l'avez dit, il y a besoin d'avoir des bases de données, des bases de films extrêmement importantes, très très importantes, des grosses machines et des algorithmes très performants pour faire l'apprentissage, pour faire le calcul. Il y a quelques années, avant de diriger le centre de Saclay, je dirigeais le centre INRIA de Rennes. On avait une équipe qui avait un accord avec Canal+ à l'époque. Ils avaient 150 téras d'actualité sur lesquelles ils devaient baser leur apprentissage. Et évidemment, ça demande des ressources de calcul très importantes. Et toute la communauté française de recherche en IA est friande d'être alimentée en données. Alors on le fait, on en discute beaucoup en ce moment avec les constructeurs automobiles pour avoir des données d'environnement, etc., pour développer les technologies de voitures autonomes. Mais votre exemple aussi nous intéresse beaucoup. On a déjà commencé à travailler sur le sujet. Pour nous, c'est extrêmement important de disposer des données parce que les machines, en gros, on les a à peu près, les algorithmes, on les a. Voilà, donc on a besoin de travailler avec vous. Venez nous voir. Monsieur Braunschweig, je voulais rebondir. Vous aviez dans votre propos liminaire dit effectivement maintenant les machines, enfin les réseaux neuronaux ont eu leur propre intelligence et ils donnent des résultats, mais on ne connaît pas la démarche. C'est ce que votre collègue de Laurence de Villiers disait, c'est le problème de la boîte noire. C'est-à-dire qu'il y a un résultat, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il y arrive. Si ça se généralise et si ça devient effectivement le moteur de recommandation, le moteur de recherche généralisé, on ne sait plus pourquoi on va nous donner les résultats. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre un petit peu le contrôle? Et est-ce que tous ces moteurs de recommandation et de recherche qui trouvent une réponse absolument pertinente, qui convient absolument à tout le monde dans 95 ou 98% des cas, mais on ne sait pas pourquoi? En fait, ça dépend. Comme je disais, ça dépend un peu des enjeux. Il y a des enjeux où on peut se tromper, où le fait d'expliquer n'est pas très important. Il y a des cas où l'explication est très importante. Dans votre secteur, je ne connais pas très bien, mais je vais prendre l'exemple de mes collègues qui travaillaient sur les recommandations pour les véhicules autonomes dans le plan France-IA. Où en fait ils étaient arrivés à un moment à une conclusion qui était de bannir les technologies d'apprentissage des véhicules autonomes, justement pour cette absence d'explication. Et à un moment donné, leur recommandation, à un instant de leur réflexion, c'était on veut uniquement des systèmes logiques pour piloter les véhicules autonomes parce qu'on sera capable d'expliquer, de tracer, etc. Bon, alors on a quand même expliqué qu'ils se privaient de technologies qui étaient quand même assez efficaces. Donc ils ont la conclusion, si vous regardez un peu les documents FranceIA, vous verrez qu'ils ont abouti à une conclusion un peu intermédiaire, qui est de faire un mix en fait de technologies qu'on peut expliquer et de technologies de deep learning où on a effectivement du mal à trouver les raisons. Moyennant quoi, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on n'abandonne pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ouvrir la boîte noire, on a quand même fabriqué la boîte noire. La black box. On l'a fabriqué. Voilà, c'est pas des choses qu'on obtient comme ça par ailleurs. Alors, il faut faire attention au terme boîte noire parce que les boîtes noires dans les avions, c'est exactement le contraire. On peut regarder dedans et voir tout ce qu'il y a. Les boîtes noires de l'apprentissage profond,
on peut regarder dedans, mais on comprend pas. Mais dans 2001 Odyssée de l'espace, la boîte noire, ça se finit mal quand même. Oui, aussi. Voilà, donc on peut regarder dedans, mais on ne comprend pas pourquoi elle a fait telle ou telle conclusion. Et donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'on a quand même, je parle un petit peu, en ce qui concerne INRIA, on a travaillé depuis maintenant, on fête cette année les 50 ans d'INRIA. On fait une grande cérémonie de 1967, 2017, 2067. C'est une année importante pour nous. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur la vérification, la preuve de systèmes complexes, mais disons de type déterministe. Et là, on a affaire à des systèmes d'un autre genre. Donc, on va être obligé de transposer les méthodes qu'on a pour vérifier, par exemple, le système de pilotage d'un Airbus qu'on sait aujourd'hui à peu près bien prouvé, vers des méthodes capables de vérifier, de démontrer, de certifier les systèmes qui font de l'apprentissage. On ne sait pas encore faire aujourd'hui. On a des technologies qui permettent de penser qu'on pourrait y arriver, aussi bien désolé d'être un peu technique, de preuves déterministes, c'est-à-dire se basant sur des raisonnements, que de preuves stochastiques, c'est-à-dire de faire tourner très très souvent les systèmes et très longtemps pour arriver à avoir des taux de conformité qu'on est capable de prédire. Bruno ? Mais je pense qu'on voit bien à mon sens, alors je vais parler pour les télés ou pour les médias, on voit bien le dilemme, si vous voulez, parce qu'il y a une poussée de très forte intelligence artificielle, qu'on maîtrise ou pas, qui va dans la répétition des comportements, même si on sait très bien qu'on veut mettre de la diversité, de la sérendipité, etc. Mais malgré tout, à essayer de... je reprends le terme qui a été dit, donner à quelqu'un quelque chose qui le satisfasse. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ça descend sur la chaîne après, parce que vous essayez de battre, ou en tout cas d'être conforme à l'algorithme que vous commencez à comprendre, donc vous savez que telle scène répond mieux, etc. Mais dans cette démarche-là, vous privez le téléspectateur la liberté d'être déçu, en gros. Parce qu'on essaye, non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on essaye, en gros, si on refait un peu de théorie des biens culturels en 5 secondes, on appelait ça des biens d'expérience, c'est-à-dire des biens dont le consommateur ne connaît pas l'utilité avant de l'avoir consommé. Et donc toute notre industrie, y compris la création, les formes de péréquation, etc., elle est basée sur cette théorie-là. C'est-à-dire que tant que tu ne m'as pas regardé, tu ne sais pas si tu vas être satisfait ou pas par mon film. Donc à un moment ou un autre, toute cette intelligence artificielle vise à rendre prédictif l'utilité pour le consommateur final de la consommation de biens culturels qui va être la sienne. Et on sait un truc en économie qui est vraiment extrêmement fort dans la théorie des biens d'expérience, c'est que quand on connaît l'utilité par avance d'un bien culturel qui va être consommé, alors on réduit la production de ces biens culturels. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'il y a une incertitude totale sur l'utilité finale du consommateur qu'il y a une surproduction de biens culturels. Et donc, on voit bien que, si vous voulez, pardon d'avoir fait un peu de ça, mais du côté des industries culturelles, de mettre ce mot-là, on voit bien que quand même, il y a évidemment cette très grande force qui nous pousse à dire « je voudrais savoir quel est l'impact, je voudrais pouvoir être trouvé, je voudrais pouvoir, avec des associations justement sur tel type de scène, etc., promouvoir mes contenus ». Mais en même temps, si l'utilité devient de plus en plus, j'allais dire, anticipable, alors on sait bien qu'au bout du bout, on va réduire la production de biens culturels. Fabrice, vous voulez... Oui, Fabrice, c'est pas l'impression. Oui, voilà. C'est toute la problématique, en fait, je pense, et ce qui a été dit plus tôt, c'est nous sommes dans des étapes en marche, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et que jusque-là, tout ce qui était recommandation, par exemple, ne fonctionnait que sur la base de groupements d'individus en fonction de vous avez aimé ça, vous avez voté ça 4 étoiles, telle autre personne a aimé ça et aimé ça 4 étoiles, a aussi voté telle autre chose, je vous recommande ça. Avec beaucoup moins d'informations et une équation finalement pas du tout équilibrée, parce que beaucoup d'informations sur l'individu, le téléspectateur, et très peu d'informations sur l'asset, l'élément culturel justement qui a été produit. Je pense que les éléments d'IA et de deep learning en particulier nous donnent la possibilité de pouvoir obtenir beaucoup plus de métadata, finalement c'est de ça dont il s'agit, beaucoup plus de métadata sur le contenu lui-même, pour pouvoir rééquilibrer l'équation entre l'asset lui-même et l'utilisateur. Où est-ce que ça va finir et est-ce que ça va amener à un appauvrissement de la découverte, par exemple, ou l'inverse? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est très pauvre dans la découverte.
on est très finalement par mimétisme. Il y a beaucoup plus de diversité dans le contenu que chez les gens finalement. Quand on reprend cette fois-ci pas des théories sur pas de la donnée et de l'information sur la production de biens culturels, mais sur les classifications, les typologies psychologiques des téléspectateurs. Il y a beaucoup plus de diversité dans la production du contenu qu'il y en a dans la population en termes de profil psychologique. Donc quand on est uniquement basé sur de la recommandation basée par classification d'individus, finalement, on appauvrit beaucoup la découverte de contenu. Je pense qu'avec l'IA en particulier, on va au contraire réouvrir beaucoup la découverte de contenu qui passait complètement à la trappe avant. Donc je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a un partenaire sur nos télés qui a l'air de s'inscrire dans cette démarche complètement, puisque pour avoir discuté avec eux, c'est un partenaire mondial qui fournit des films. Voilà. Et d'après leurs calculs et leurs outils d'intelligence artificielle, d'après ce qu'ils m'ont dit, donc, quand ils identifient qu'il y a une forte probabilité que vous alliez regarder tel contenu, si en plus ils ont un plan média dessus, ils ne vont pas vous pousser ce contenu-là, ils vont pousser des contenus complémentaires à moins forte audience, justement, pour augmenter à la fin votre consommation, parce que de toute façon, il y a une très forte probabilité que vous alliez voir cette nouvelle série. Par contre, il y a une moins grande probabilité que vous alliez voir la série X, Y ou Z. D'où l'intérêt, en prédictif ou en prédictif en essai, de pousser à votre connaissance, de porter à votre connaissance ces séries X, Y, Z et non pas le blockbuster où il y a une très forte probabilité, parce qu'en plus, ils ont remis un plan média dessus pour le faire connaître. Et pour rester dans le prédictif un peu positif aussi, de façon beaucoup plus pragmatique, sur des produits du quotidien, c'est quelque chose qui aussi fait partie dans le machine learning. C'est des exemples très concrets qui peuvent avoir des conséquences intéressantes sur l'économie d'énergie. Votre réfrigérateur américain, qui est un gros réfrigérateur américain, qui produit par exemple des glaçons régulièrement, va désormais savoir à quel moment vous avez besoin de cette production de glaçons. Alors c'est un exemple très simple, mais qui va être multiplié aussi sur les aspirateurs robots, pour savoir quelles sont vos habitudes, et donc déclencher des cycles plus ou moins longs, et ça peut être aussi sur la partie après surveillance de votre appartement. Donc il y a beaucoup de choses sur le prédictif par rapport aux entrées, sorties de vos enfants, pour prendre des photos en fait, de qui rentre, à quel moment, etc., et vous les communiquer. Il y a tout un champ de possibles qui est en train de s'ouvrir, qui est déjà une partie de la réalité. Je parlais du réfrigérateur, je parlais de l'aspirateur robot, qui embarque déjà ce premier niveau de machine learning. Si je peux me permettre simplement de faire un raccourci entre la scène de la bière de tout à l'heure et le frigo américain, on ne met pas de glaçons dans la bière. Mais, ouais, j'ai failli la faire, mais je ne me suis pas permis. Plus sérieusement, tout à l'heure, au démarrage, Bertrand Braunschweig a bien posé le problème, et puis à la fois d'un point de vue, disons, conceptuel, et puis les grandes applications d'aujourd'hui. Là, la discussion que vous avez eue permet aussi de voir à la fois les opportunités et, disons, les menaces dans l'univers des contenus. Si on se place à horizon 2022 pour ce que disons à 3-5 ans, qu'est-ce qui se sera passé? Qu'est-ce qui sera possible de faire? Est-ce que ça sera, d'abord les assistants vocaux, ça sera une réalité massive ou encore relativement limitée? Est-ce que, vous, dans les 3-5 ans à venir, vous les voyez comment dans nos univers? Peut-être on vous laissera conclure, Monsieur Braunschweig, comme ça vous nous donnerez votre point de vue à vous. Stéphane? Alors peut-être celui qui est le plus court-termiste dans la production puisqu'on se parle de plans à 6 mois, 1 an. Oui, les assistants vocaux, c'est sûr qu'on parlera à l'ensemble des produits de la maison. On a des petits assistants, on appelle ça hub robots, qui feront le lien entre l'aspirateur, le réfrigérateur, le lave-linge, la télé, le smartphone. Et tout cela seront équipés de capacités à vous écouter, pour aller de plus en plus vers la commande vocale. Donc ça, en effet, le conversationnel, c'est quelque chose qui est en train de se répandre, qui est déjà une réalité sur les produits que j'ai évoqués, et qui, on le souhaite, va devenir plus évolué, plus intelligent. Et encore une fois, notre objectif, c'est que ce soit le moins artificiel possible, parce qu'on le sait que le juge de paix au niveau du consommateur, c'est sans appel. Si c'est trop compliqué, il n'est pas utilisé. Donc tout le travail qui a été fait, ça tombe complètement à l'eau. Donc vraiment la simplicité et le concret dans le conversationnel. C'est pas très précis quand même comme réponse. Alors, mais bon. C'est-à-dire que pour aller un peu plus loin, aujourd'hui vous avez des produits qui semblent un peu bêtes,
comme que j'ai commencé à évoquer, de l'électroménager. Et on pense que la maison connectée, la maison intelligente, dont on parle depuis longtemps avec la domotique, sauf qu'on en parle depuis longtemps, mais on n'est pas encore si nombreux à avoir une maison ultra intelligente. Donc ça, c'est un fer de lance définitif d'investissement de R&D. Et après, alors si on veut élargir aussi, il y a la voiture autonome et la voiture connectée. Voilà, où on parle de plus en plus à sa voiture. Et sur la partie infotainment, là, il y a beaucoup de choses à faire aussi sur, pareil, le comprendre ses habitudes, ses goûts, pour pouvoir pas mettre, par exemple, la même musique le matin que le soir, et pouvoir devancer aussi les besoins du conducteur. Fabrice ? De notre côté, je pense que l'objectif étant, notre cœur de focus, c'est d'augmenter l'accessibilité au contenu avec le nouveau mode de consommation de contenu qui est beaucoup moins du long form et beaucoup plus du short form, étant donné le média de communication qui est utilisé, qui est le device, c'est-à-dire le téléphone pour l'essentiel. Et le mode de consommation est complètement différent, et donc c'est d'arriver à transformer du contenu, que ce soit du linéaire ou du long form, en intelligemment ramener du contenu short form et de façon aussi automatisée que possible, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est produit. Si on laissait l'être humain individuellement faire les découpages qui s'associent à chaque élément de contenu, que ce soit du live ou une chaîne de télé en linéaire sur 24 heures ou un film complet ou même un épisode de série, il y a trop de contenu pour que ce soit scalable et fait par les individus. Donc ça, pour nous, c'est un grand focus. Je pense que dans 5 ans, la totalité des contenus, à un moment ou à un autre, aura été traité, découpé, ajouté automatiquement un metadata extrêmement profond, descriptif, et qui permettra de complètement changer les interfaces d'accès contenu. Peut-être un mot avant de passer la parole à Bruno, une curiosité personnelle. Vous parlez effectivement de recherche, manifestement vous avez des activités de recherche importantes. Ouais. Pixel, c'est combien c'est des équipes de recherche de combien de personnes en France, aux États-Unis, ailleurs encore? Alors, Pixel, c'est un peu plus de 1000 personnes dans le monde, dont 450 en recherche, en R&D à peu près, et le reste en professional services, mise en œuvre et maintenance de plateformes pour nos clients, très, très présent aux US bien sûr, Angleterre, Espagne, Italie, et tout petit peu en France. Voilà. D'accord. Une question pour Bruno Patino, 2022, quand on demandera à Alexa, donne-nous des news, quand on demandera à Alexa ou à Assistant, fais-moi voir un film que j'aime, les marques médias auront disparu? Je pense que si les marques médias, alors si je dois donner 3 hypothèses pour 2022, je mets une 4e, c'est-à-dire que les marques médias qui subsistent en fait deviennent des marques qui sont des labels de production plus que des marques de distribution. Assistant vocal évidemment, donc on demandera à Alexa ou qui que ce soit. Je pense que de plus en plus, la recommandation, elle sera contextuelle plus qu'individuelle. C'est-à-dire qu'elle dépendra de votre humeur, de vos contextes, de votre état d'esprit du moment. Et donc je pense qu'on ira là-dedans. Et je pense qu'on passera petit à petit dans un mode de production automatisé. On verra le champ se déplacer d'une part d'information, je n'ai pas dit toute l'information, vers une part de divertissement. Et donc je pense, si j'avais 3 tendances pour 2022, c'est ça. Vocal, contextuel et émotionnel, et début d'automatisation, de production d'une part du divertissement, après avoir fait l'information. Peut-être le mot de la fin. Oui, très modestement. Moi, j'ai devant moi un petit tableau qui dit quels sont les métiers qui devraient disparaître dans les 20 prochaines années compte tenu du numérique. Alors, si vous avez journaliste, vous oubliez. Si vous avez producteur, vous oubliez. Alors, si un étant sûr, les plus propices à disparaître sont télémarketeurs, je ne sais pas très bien traduire ça, les comptables, les vendeurs, les rédacteurs techniques, les agents immobiliers, etc. Bon, ils n'avaient pas pensé aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de bus, mais on sait très bien que ces professions sont très menacées. Mais en vous entendant, je me dis, effectivement, il y a certaines professions qui sont menacées, mais dans votre domaine, je ne sens pas du tout ça, pour l'instant.
pour l'instant. Je vous ai Quand même, quand Bruno dit début de l'automatisation de la fabrication de contenu ou quand d'ailleurs... Voilà, ceci étant, j'ai un 37%. Il y a des startups aujourd'hui, enfin Weebits par exemple, qui vous fabriquent des reportages du tout image de manière automatique. Là, il y a des métiers qui sont menacés. Hein. J'ai un 37% sur les acteurs aussi. Et même, en tout cas, merci pour cette bouffée d'optimisme. Hein. Terminé par les métiers menacés, c'est. Voilà. On est content d'avoir programmé ce débat. Hein. Et pour ajouter encore à ça, allez voir sur YouTube Daddy's-Car. Je ne sais pas qui connaît Daddy's-Car. C'est une chanson composée par, alors non pas par François Pachek qui est du laboratoire de recherche de Sony, mais par une intelligence artificielle qu'il a développée. Et donc voilà, on a un exemple. Alors elle est dans l'esprit Beatles Beach Boys, hein, c'est une chanson assez facile d'accès. Et donc c'est composé par une IA dans l'esprit de. Elle est interprétée par des personnes, hein, mais la composition elle-même est. Donc on peut se dire aussi que les métiers de la création, ils vont être un peu impactés à long terme. Et ça, encore une fois, ce logiciel-là, il me semble déjà. Il a eu un lointain ancêtre qui n'avait pas donné des résultats très probants. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Pardon. Juste 2 secondes, parce que moi, il y a un autre aspect qui me semble qui va arriver, et aujourd'hui on n'en est pas encore là, c'est qu'on parle de systèmes qui sont faits par des producteurs différents, des sociétés différentes. On a dit à un moment, qu'est-ce que je fais si j'ai 3 assistants personnels dans mon téléphone? En fait, on va aussi aller, mais on n'y est pas du tout encore, vers l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens développent et essayent de prendre le marché tout seuls, mais ils n'y arriveront pas. Et donc, on va forcément, sur ces technologies-là aussi, on a l'interopérabilité dans plein de domaines, mais sur ces technologies-là aussi, on va être amené à définir des standards d'interopérabilité pour que les assistants, les intelligences artificielles, les systèmes d'apprentissage communiquent. C'est pas interopérable avec les autres, mais c'est ouvert. On peut mettre des API et tout le monde peut développer sur Alexa comme tout le monde peut développer sur Assistant. Absolument. Et dans cette logique-là, c'était juste un point. Il y a tellement d'argent qui est investi sur la partie AI aujourd'hui qu'aucun acteur média, et je dis bien aucun, n'aura les moyens de contrôler sa technologie. Point. Juste point. D'accord. Être utilisateur, définir son besoin, parce que de la même façon que AI, c'est un grand mot, mais chaque engine a une spécialisation. D'accord. Comme tout le monde ne peut pas être comptable et tout le monde ne peut pas être médecin. C'est le même concept en fait. Hein. Donc chaque engine a sa spécialisation que les médias poussent dans un sens, mais ça sera toujours aujourd'hui, je crois que la bataille est dite et jouée d'avance, pardon. Tout le monde va utiliser un des 4 grands, je vais dire, et leurs API. La vraie problématique après, c'est est-ce que dans les accords de confidentialité que l'on a avec chacun des 4, est-ce que nous sommes copropriétaires de l'information qui ressort de ça ? Et ça, c'est pas toujours très clair. Et c'est peut-être le sujet sur lequel tout le monde doit vraiment se pencher. Qu'on utilise leur technologie en la louant, c'est le cas d'un accès API, mais qu'on garde la propriété de la donnée qui est mise en œuvre, et plus important, le résultat du travail, ça me paraît absolument fondamental. C'est quelque chose sur lequel les autorités au global doivent faire très très attention. Merci beaucoup à vous 4. Et donc, rendez-vous dans 5 ans pour ceux qui seront encore là, dont le boulot aura persisté. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ouais, c'est Marcel. Je m'appelle Alexandra. L'ange. L'ange comme un ange. Même le son, bien aimé. Je te parle tout seul. Non, mais est-ce que il y a un principe, c'est que je te parle tout seul. Dis-moi plutôt oui ou plutôt non. Est-ce que c'est plutôt oui?